La performance quasi parfaite de Sean Brady, les poids légers qui s'impatientent, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le lundi 24 mars 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the news and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Ce week-end, Sean Brady est devenu le premier combattant à battre Leon Edwards avant la limite, le premier à le finaliser donc. Une prestation quasiment parfaite, hein. S'il n'y avait pas eu ces quelques phases de striking dans lesquelles il a pris des coups, je pense qu'on y serait. Il savait que pour s'imposer, il fallait faire reculer Leon Edwards, que c'est un striker technique qui aime travailler à distance, mais que sous la pression, il s'effondre. C'est quelque chose qu'il avait constaté en regardant ses anciens combats. Et puis lorsque Leon est venu chercher le grappling, il a su qu'il allait le terminer. C'était quasiment un aveu d'impuissance de la part de l'Anglais. Il pense aussi que l'ancien champion n'était pas assez concentré sur lui. Pendant la semaine du combat, il a beaucoup parlé de Bilal Muhammad et aussi de l'avantage de taille qu'il avait sur Sean Brady, mais il ne semblait pas 100% focus sur le combat qui arrivait et il l'a payé cash. Ce sont les déclarations de Sean Brady, bien sûr. Et puis d'ailleurs, concernant cette différence de taille, environ 10 centimètres, on l'a vu dans la cage, c'était assez impressionnant, ça sautait aux yeux. Certes, être le plus petit, ça a des inconvénients, mais pas que, puisque d'après Brady, premièrement, il est habitué à ça, et il pense même que c'est un avantage dans les phases de grappling. Je rappelle que sa seule défaite à l'américain, c'était contre l'actuel champion de la catégorie, Bilal Muhammad, un combat dont il pense être passé totalement au travers. Il n'avait rien proposé ce soir-là. Aujourd'hui, avec le recul, il estime que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa carrière et que pour remporter une potentielle revanche, il devrait simplement faire ce qu'il sait faire et ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il n'exclut pas la possibilité d'être le backup fighter, le troisième homme pour le main event de l'UFC Montréal au mois de mai. Je rappelle que ce soir-là, le champion Bilal Muhammad défendra sa ceinture contre Jack Della Maddalena. Et puis un petit mot quand même de Leon Edwards. Lui, pour le coup, il n'était pas là samedi soir, ça fait 2 fois de suite. Contre Bilal Muhammad, c'était pareil, mais samedi soir, ça nous a vraiment sauté aux yeux. Il n'y a rien eu pour lui, à part un contre à un moment sur un coup de coude. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Quand je l'ai vu au centre de l'octogone à la fin, en attendant la décision des juges, en tout cas que l'arbitre lève le bras de Sean Brady, il m'a fait penser à Tyron Woodley il y a quelques années, quand Woodley était complètement vide, pas d'émotion, on avait l'impression qu'il n'avait pas envie d'être là. Et très honnêtement, ce n'est pas la fin de carrière que je souhaite à Leon Edwards. Dans le co-main event, Carlos Hulberg, lui, nous a offert une prestation face à Jan Blachowicz, qui, je pense, ne restera pas dans les mémoires. Vous me direz ce que vous en pensez. En conférence de presse, il a confié qu'il s'attendait à ce genre de combat, avec un Blachowicz qui avance et qui met la pression, mais sans vraiment proposer grand-chose, sans vraiment envoyer beaucoup de frappes, à vrai dire, plutôt dans l'attente que lui, Hulberg, fasse une erreur. Le but, c'était donc de beaucoup le faire se déplacer pour le fatiguer, et surtout de ne pas rester statique et de prendre le risque de se faire connecter dans un échange à courte distance. À la fin du combat, il était confiant, il savait qu'il avait perdu le premier round, mais ensuite il avait réussi à adapter la stratégie, donc il se disait que les 2 derniers étaient pour lui. Et puis en tout cas, pour faire un rapide bilan de ce combat, lui il estime qu'avoir partagé l'octogone pendant 15 minutes avec un tel vétéran, avec un ancien champion, ça lui sera forcément bénéfique pour la suite. Et puis il pense aussi être tout proche d'obtenir sa chance à la ceinture. Moi, personnellement, avec ce genre de prestation, je pense que l'UFC en attend un peu plus et qu'il va recombattre encore une, voire 2 fois, avant potentiellement d'avoir sa chance pour le titre. On enchaîne avec l'ogre Kevin Holland qui a renoué avec la victoire ce week-end. Il n'était pas sur la meilleure série de sa vie. Sur ses 5 derniers combats, c'était 4 défaites pour une seule victoire. Combattant hyper actif, on le dit à chaque fois, depuis 2020, c'est 20 combats. C'est vraiment un cas unique à l'UFC en tout cas. Ce qu'il a expliqué, c'est qu'il voulait continuer d'être très actif. S'il reste chez les poids welter, chez les moins de 77 kilos, encore 2 ou 3 combats cette année. Par contre, s'il monte chez les moyens, on sait qu'il fait le yo-yo entre moins de 84 et moins de 77, alors il pourrait combattre tous les week-ends. On a tous compris l'image, on n'a pas fini de le voir. Et puis on va en reparler dans la minute auditeur, mais il y en a un d'entre vous qui me demandait pourquoi il est aussi actif,
Pourquoi il ne prend pas le temps un peu de travailler sur ses points faibles, un bon 6 mois, peut-être un peu plus, et revenir ensuite? Je supposais que la raison était financière, qu'il voulait capitaliser sur le temps qui lui reste à combattre avant de prendre sa retraite. Bon, bah, il a fait une déclaration qui va dans ce sens-là. Avec tout l'argent qu'il gagne actuellement, qu'il se fait en combattant, il pourrait ralentir la cadence, mais il a aussi un train de vie très élevé, et donc il faut rester actif. Et pour la suite, il avait déclaré avant le combat qu'il se verrait bien affronter Sharapudin Magomedov. Ça ferait, c'est vrai, un super combat de striking. On serait donc cette fois-ci chez les poids moyens, mais que de toute façon, lui, il voulait combattre, et peu importe qui l'UFC lui mettra en face, il acceptera. Charles Oliveira, je vous parle beaucoup de lui dernièrement, mais il fait l'actualité, donc je vous le partage. Ce qu'il explique en gros, c'est qu'il y a beaucoup de combattants à l'UFC qui parlent beaucoup, mais que lui, il peut se permettre de parler parce qu'il est là depuis maintenant bientôt 15 ans, qu'il veut combattre pendant l'International Fight Week, ça sera à la fin du mois de juin, apparemment Makhachev aussi, donc c'est le moment pour l'UFC d'organiser le combat que tout le monde veut voir. Et la semaine dernière, concernant Do Bronx, Oliveira, il avait parlé de Topuria, que c'était pas le combat qui l'intéressait le plus, mais que si l'UFC lui mettait en face, alors il accepterait. El Matador, d'ailleurs il va changer de surnom Topuria, il l'a dit, vous allez voir un nouveau personnage dans l'octogone pour cette nouvelle catégorie. Il a tweeté, Charles, c'est mieux si tu te tais, tu as 10 défaites, 5 par KO, 4 par soumission et 1 par décision. Tu es un contender, un prétendant, alors que moi je suis un champion, je suis le père de toute la catégorie, je ne suis pas venu ici pour demander quoi que ce soit, c'est moi qui décide. Ça commence à chauffer entre les deux. En effet, je commence à croire que si ni Oliveira ni Topuria combat Makhachev pour la suite, pour leur prochain combat, alors peut-être que les deux pourront s'affronter. Tout ça est en train de se mettre en place. Vous le savez, j'ai du mal à croire que Topuria soit monté pour prendre Oliveira, mais je pense plutôt qu'il va aller tout de suite à la ceinture. L'avenir nous le dira. Et puis toujours dans cette catégorie, Arman Tsarukyan, lui aussi qui s'impatiente, pardon. On ne sait pas trop ce que tout ça va donner. Et il a tweeté « Je suis le vrai contender numéro 1 et je suis prêt à le prouver contre n'importe qui. Mais qui suis-je censé combattre ?» Parce qu'en gros, beaucoup de combattants veulent combattre, mais seulement sur le papier. Que ce soit Charles, donc Charles Oliveira, ou Justin Gaethje, vous pouvez vous asseoir et attendre, ou alors vous pouvez combattre et le mériter. C'est vrai que comme on ne sait pas quand est-ce que Makhachev va revenir, et est-ce que c'est Topuria qui le premier aura la chance pour le titre, et bah tous ces gars-là qui sont bien classés, qui pourraient tout de suite avoir leur chance pour le titre, ou qui sont à un combat de l'avoir, forcément ils sont dans l'attente et on ne sait pas trop ce que ça va donner pour eux. Direction maintenant les poids welter. Alors avec Michael Venom Page qui a combattu la dernière fois en poids moyen, on s'en souvient, lui il aimerait combattre Kamaru Usman, il pense que ça ferait un très bon combat. Les phases de lutte seraient sûrement assez compliquées pour lui, bien sûr, mais il veut aussi punch Colby Covington dans la face, donc il veut aussi frapper dans le visage Colby Covington pour quelques raisons, il ne sait pas pourquoi, et si jamais il arrive à combattre Colby Covington, et qu'ensuite il prend quelqu'un dans le top 10, voire dans le top 5, alors ce sera une très bonne année. C'est sûr que Venom Page, au vu de ses résultats chez les poids welter, en tout cas on l'a vu se tester contre Gary, c'est pas passé. Donc on peut se dire que le haut du panier, c'est cuit pour lui. Maintenant, s'il bat Covington et qu'ensuite on lui remet quelqu'un top 5, top 10, finalement, en effet, le bilan ne sera pas si mauvais que ça. Des nouvelles de Charles Jourdain, poids plume, qui maintenant descend chez les poids coqs, on le sait. Il a tweeté « J'ai travaillé très dur pendant quasiment 6 ans avec l'UFC. Par conséquent, je peux profiter de l'arrivée de mon fils sans avoir aucune pression financière. J'ai maintenant 29 ans. Je suis un père de famille et un propriétaire de maison. Je suis plein d'expérience et je débarque dans cette nouvelle catégorie. Peak incoming, donc mon pic, mon summum est à venir. C'est tout ce qu'on souhaite à Charles Jourdain. Un combattant très agréable à voir combattre, très spectaculaire. Ça commençait à plafonner chez les poids plumes. Lui pense qu'il avait un déficit de puissance dans cette catégorie. Espérons que ça ne soit plus le cas chez les poids coqs. Movsar Evloev, il est à Miami en ce moment. Il s'entraîne pour combattre et il est prêt à affronter n'importe qui, que ce soit chez les 145, les poids plumes, les 65 kg, ou les 155, les poids légers, les 70 kg. Lui aussi, je le rappelle, est dans une situation un peu particulière. Il semble qu'il ait tout fait pour obtenir sa chance pour le titre, mais malheureusement, elle se fait attendre.
Ce week-end, on avait aussi le Dirty Boxing, hein, cette ligue de combat qui appartient à Mike Perry. Sachez que John Jones a placé ses billes et est aussi maintenant un des propriétaires de l'organisation. D'ailleurs, on a vu Yoel Romero s'imposer par KO à 40 secondes de la fin du combat. Son adversaire qui avait l'air gigantesque par rapport à lui. Et aussi l'ancien de l'UFC, Arlovski, lui aussi s'est imposé au premier round. Retour à l'UFC maintenant, et la Big League est tout proche de finaliser un événement au mois de juin en Azerbaïdjan. Ce serait bien sûr l'occasion de voir Raphaël Fiziev combattre, et peut-être dans sa nouvelle catégorie, celle des poids plumes. Aujourd'hui, c'est aussi le dénouement du procès de Ken Velasquez. Va-t-il devoir retourner en prison? Qu'est-ce que ça va donner? On ne sait pas du tout. La sentence devrait tomber aujourd'hui. À l'heure où je tourne la vidéo, on n'a pas encore d'informations. J'espère qu'on en aura demain et que je pourrai vous tenir informé. Un peu de chiffres maintenant. Depuis 2020, on a 111 UFC qui se sont tenus à l'Apex. Rendez-vous compte, le deuxième lieu qui a accueilli le plus d'événements UFC, c'est la T-Mobile Arena avec seulement 17. Donc on a l'UFC 111 événements depuis 2020 et la T-Mobile Arena 17. Je pense qu'on n'en peut plus de l'Apex. Pendant le Covid, c'était bien, ça nous a fait voir des événements. Il n'y avait pas de public, on entendait les coups claquer, on entendait les conseils des coachs. Mais là, c'est bon, on a compris. Espérons qu'on passe assez rapidement à autre chose. Pour en revenir à ce qui s'est passé ce week-end, Chris Duncan, lui aussi s'est imposé. Une belle prestation. Pour la suite, il aimerait combattre Terence McKinney à Miami. Donc c'est-à-dire que c'est au mois d'avril, ça va venir très vite. Lui s'entraîne à l'American Top Team. C'est un peu chez lui, Miami, même si je rappelle que c'est un Écossais. Donc il dit à McKinney, mets tes gants, et si tu es prêt, on y va. McKinney lui a répondu, c'est parti, et félicitations pour ta victoire. Ce serait un combat, je pense, très intéressant. Et puis on a Joaquin Buckley, lui aussi, il pousse pour combattre Kamaru Usman. Là, il a félicité Sean Brady et lui dit, si Usman ne veut pas y aller, alors qu'est-ce que vous pensez de Brady contre Buck? Brady contre Buckley? En effet, dans la catégorie, c'est un combat qui aurait une certaine logique si Sean Brady n'obtient pas tout de suite sa chance pour le titre. Et puis dans cette catégorie, toujours les poids légers, c'est la fin d'une ère, c'est la fin d'une époque, puisqu'on a des gros noms de la catégorie, je vous les cite, Kamaru Usman, Stephen Thompson, Colby Covington, Leon Edwards et Gilbert Burns, qui ont tous perdu leurs 2 derniers combats au moins dans la catégorie. Tous ces gars-là ont occupé le haut du classement pendant des années. Il semblerait malheureusement que ce soit terminé et que la nouvelle génération ait pris leur place. Une annonce de combat pour terminer. D'ailleurs, si vous aimez la vidéo, pensez à commenter, vous abonner. Ça me ferait très plaisir et surtout à liker pour me faire monter dans l'algorithme. Je vous en serai très reconnaissant. Oumar Sy va affronter Alonzo Minifield. C'est fait à l'UFC Atlanta le 14 juin prochain. Et tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. La Minute Auditeur, je la commence avec Cool de Shanghai qui rebondit sur l'événement du week-end. Franchement, difficile de ne pas lui donner le title shot à Brady, après Rakhmonov bien sûr, sachant qu'il a battu le numéro 1 chez les welter. Vraiment, cette catégorie, c'est la meilleure, à égalité avec les lightweight. Je pense que la victoire de Brady doit faire du bien à l'UFC pour plusieurs raisons. Premièrement, il a gagné avec la manière contre Leon Edwards, qui n'est pas bankable et peu spectaculaire dans l'octogone, hormis le high kick contre Kamaru Usman. Deuxièmement, il est américain. Et pour conclure, sa seule défaite est contre l'actuel champion. L'histoire est déjà créée pour un potentiel Muhammad contre Brady 2. Indirectement, le perdant dans l'histoire, c'est Ian Gary. Il va devoir encore attendre pour le title shot. Tout ce que tu dis est vrai, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pense que Brady va devoir recombattre encore au moins une fois. Pourquoi pas faire un Brady contre Gary? On a aussi Buckley, on a aussi Rakhmonov. Il y a du monde, franchement, la catégorie, elle est garnie. C'est une catégorie qui nous régale. Wiman Norman qui me dit, concernant Hollande, au vu de sa carrière, sa dernière prestation contre des Raiders, donc c'était avant le combat de ce week-end bien sûr, je me pose des questions sur ses objectifs. Veut-il vraiment gagner des combats ou juste faire un record à l'UFC? Maintenant je pense qu'on a la réponse. Ce qu'il veut, c'est prendre de l'argent, c'est ce qui compte le plus pour lui, d'après moi en tout cas. Et il faut croire que ça marche parce que l'UFC aime son style. Ce week-end, il n'a pas été désagréable à voir combattre. Il aurait même pu finir Gunnar Nelson. Il a remis un gros nom à son tableau de chasse. Donc écoute, Kevin Holland ne sera pas le futur champion. Sera-t-il top 15? Je n'en suis même pas sûr. Mais il peut nous offrir de bien bons moments dans la cage et parfois au micro aussi d'ailleurs. PPFF, tu rebondis sur les propos qu'on a eu d'un auditeur, Christopher, si je dis pas de bêtises, qui nous disait que d'après lui, Morgan devrait changer de team parce qu'il n'a pas vraiment de stratégie. Vous êtes nombreux à m'avoir dit non, c'est faux, sa team est très bonne, son équipe est très bonne. Voilà, il faut juste qu'il prenne de l'expérience. PPFF me dit donc, ce que je peux reprocher à Morgan, c'est un manque de dalle. Il met trop de temps à rentrer dans ses combats
ou quand il est bien, montre pas qu'il a envie de gagner. Il a jamais été mis KO. Il est assez complet, je comprends pas ce qu'il craint. Mais écoute, là, ce week-end, on l'a vu, un peu trop hésitant. Alors, je pense que le coup qu'il prend au premier round, ça a dû le refroidir aussi. Il y avait peut-être des blessures, on n'est pas au courant. Mais en effet, hein, si tu veux t'installer dans le top 15 de la catégorie, voire aller plus haut, forcément, il faudra proposer autre chose. Je vous remercie tous d'avoir suivi l'émission. Malheureusement, vendredi, j'ai pas pu enregistrer, c'est dommage. Je comptais parler un peu plus de l'événement. Malheureusement, c'est comme ça. On se retrouve très vite, je l'espère demain à 17h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous tous, très bien. Passez une bonne soirée. Salut.